Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal en République démocratique du Congo, la ville d'Uvira est sous pression alors que les rebelles du mouvement 23, soutenus par l'armée rwandaise, renforcent leur contrôle plongeant la population dans l'angoisse. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO annonce une baisse des taxes aériennes afin de rendre les billets plus accessibles et relancer le trafic régional. À Gaza, la tempête Byron a frappé les camps de tentes, inondant des zones déjà fragilisées et aggravant une situation humanitaire critique. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir, bienvenue dans cette édition. On ouvre ce journal par une actualité majeure en RDC. La ville d'Uvira est désormais en grande partie sous le contrôle des rebelles du mouvement 23, soutenus par l'armée rwandaise. Ceux qui n'ont pas pu fuir vivent dans la peur alors que le groupe armé consolide sa présence dans cette zone stratégique. Image à suivre. Les marchés et les écoles sont restés fermés à Uvira. Les habitants sortent timidement de chez eux après avoir été barricadés dans leur maison. Des tirs sporadiques se sont fait entendre la journée dans certains quartiers de la ville. Les habitants que nous avons contactés nous ont dit que les rebelles de la FCM 23 circulent en ville à pied ou en voiture. Ils ont pris le contrôle du gouvernorat, de la province, de la mairie et de la frontière avec le Burundi. Alors certains responsables rebelles présents à Uvira ont appelé les Wazalendo, ces groupes armés locaux, à déposer les armes. Ils ont aussi appelé les soldats burundais qui seraient encore dans la zone à déposer eux aussi les armes, promettant de les reconduire à la frontière. Uvira et Bujumbura ne sont séparés que par une vingtaine de kilomètres. Les familles qui ont fui Uvira continuent d'affluer dans les localités voisines comme Fizi et Boko. Alors plus de 200 000 personnes ont fui les combats rien que ces derniers jours selon les Nations Unies. Les autorités provinciales du Sud Kivu affirment que plus de 410 personnes ont été tuées dans la zone par arme ou dans les bombardements. Un bilan encore provisoire. Les organisations humanitaires appellent d'ailleurs toutes les parties au conflit à protéger les civils et garantir l'accès humanitaire dans la province. Alors les États-Unis et plusieurs pays européens ont exhorté la FCM 23 et le Rwanda, je cite, à cesser immédiatement leurs opérations offensives dans l'Est congolais. Kinshasa demande aux États-Unis de prendre des sanctions contre le Rwanda qui soutient la FCM 23, des sanctions notamment contre des hauts gradés de l'armée rwandaise. La CEDEAO annonce une baisse des taxes appliquées au vol, une mesure destinée à rendre les billets plus abordables et à relancer le trafic aérien dans l'espace ouest africain. Reportage à suivre. La CEDEAO a adopté une réforme majeure visant à supprimer plusieurs taxes et à réduire de 25% les frais passagers et de sûreté dès janvier 2026. Un allègement destiné à rendre les billets d'avion plus accessibles et relancer le trafic régional.
Pendant des années, l'aviation ouest-africaine a été freinée par des taxes et redevances trop nombreuses. Selon des études régionales et internationales, les passagers peuvent parfois payer jusqu'à 66 frais différents et les compagnies aériennes plus de 100 taxes. Une situation qui pénalise les voyages, le tourisme et le commerce intra-africain. Au Kenya, le président William Ruto a pris la parole devant l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement. Il appelle à une résilience accrue face aux crises climatiques qui frappent le continent africain. Image à suivre. À la tribune de la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement qui se tient au Kenya, jeudi, les échanges ont une nouvelle fois tourné autour de la résilience face aux défis environnementaux, changement climatique, perte de la nature, des terres et de la biodiversité, ainsi que la pollution et les déchets poussent des systèmes naturels à leur point de rupture. Si nous investissons dans un climat stable, si nous investissons dans une nature saine, si nous investissons dans des terres fertiles, si nous investissons dans un avenir sans pollution, alors le monde pourra bénéficier des gains économiques significatifs, éviter des millions de décès prématurés, sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et de la faim, assurer une plus grande équité et une plus grande justice climatique et bien plus encore. Le président kenyan s'est adressé aux participants jeudi. William Ruto a rappelé les impacts de la crise environnementale sur le continent. À travers notre continent, des mauvaises récoltes aux inondations destructrices, de l'intensification des tempêtes aux conflits aggravés par la pénurie des ressources, les Africains paient le prix d'une crise qu'ils n'ont pas créée. Notre tâche est de veiller à ce que chaque investissement dans l'industrie, les infrastructures et la technologie renforce la résilience, protège la nature et crée des opportunités pour les populations. L'action environnementale et la transformation économique doivent aller de pair. Nous pouvons dissocier la croissance des émissions et de la pollution en créant de nouveaux emplois, de nouvelles industries et de nouveaux marchés. Mais cette transformation doit être équitable, accessible et abordable. But this transformation must be fair, accessible and also affordable. La 7e session de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement doit s'achever ce 12 décembre. En Afrique du Nord, la Tunisie a dévoilé sa liste des 28 joueurs pour la CAN 2025 au Maroc. Le vétéran Ali Maloul effectue son retour au sein des Aigles de Carthage. Image à suivre. Ali Maloul, 36 ans, le mois prochain, s'apprête à disputer sa 5e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le défenseur du club sfaxien fait partie en effet de la liste des 28 joueurs tunisiens dévoilés jeudi par Sami Trabelsi. En rappelant ce vétéran, l'entraîneur tunisien a fait le choix de l'expérience. Il s'agit en fait d'une confirmation puisque Maloul est revenu en sélection en novembre lors des matchs amicaux et a participé à la Coupe arabe au Qatar. Un retour après 2 années de passage à vide. Pour la CAN au Maroc, les Aigles de Carthage sont logés dans le groupe C qui comprend aussi le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda. Et c'est justement face aux Ougandais que les Tunisiens débuteront leur compétition à Rabat le 23 décembre. La dernière victoire de la Tunisie en Coupe d'Afrique des Nations de football date de 2004. En Europe, Volodymyr Zelensky précise 2 points essentiels pour un éventuel accord de paix. Le contrôle de la région de Donetsk et le statut de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie. Image à suivre. La voici. Le fond de l'affaire, c'est que vous voyez ces territoires en couleur bistre sur le sud-est, disons, la façade sud-est du pays. Ce sont des territoires qui sont soit pour certains occupés par les Russes, soit revendiqués par les Russes. Bon. Il y a le Donbass, entre autres, mais qu'est-ce que la valeur de cette région a d'aussi importante aux yeux de Poutine pour qu'il soit à même de déclencher une guerre qui a bientôt 4 ans, qui fait les ravages que l'on sait? Pas grand-chose, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tous ces territoires que vous voyez ici, et il y est question dans l'accord et dans ce que les Ukrainiens concèdent, il est question de créer une zone démilitarisée de part et d'autre
en gros, de ce qui est blanc et de ce qui est bistre, pour qu'il y ait au moins un respect des accords. Ça signifie que pour les Russes, il y a quelque chose d'inacceptable, c'est-à-dire que l'on place des soldats étrangers, c'est-à-dire européens de l'Ouest, pour justement vérifier la conformité des comportements des uns et des autres aux accords conclus. Bon. Qu'est-ce qu'il y a finalement d'important dans cette affaire? C'est que d'abord, il y a des territoires qui sont en droit international, et là ça concerne toute cette zone qui est donc en couleur orangée, ça veut dire que ce droit international ne reconnaît pas cette prise de territoire par les Russes. C'est une annexion totalement illégale. Bien. La concession des Ukrainiens consiste à dire, on peut organiser une supervision d'un cessez-le-feu grâce à une ligne de démarcation. Les Ukrainiens reconnaissent d'ailleurs que un certain nombre de territoires seront sous occupation russe. Mais au moins ça a un avantage, c'est de prendre du temps, de reculer dans le temps, et puis de dire aux autres, on va voir, est-ce que les Russes vont accepter ça? Est-ce qu'ils veulent vraiment la paix comme certains le disent? Bon, la réponse on la connaît. Mais de la part des Ukrainiens, c'est un jeu qui doit permettre à la conscience, on va dire, mondiale, de prendre précisément la mesure des bonnes volontés russes. Au Moyen-Orient, une tempête violente nommée Byron a frappé la bande de Gaza. Pluie abondante et vent glacé ont transformé les camps de tentes en zones inondées, aggravant une crise humanitaire déjà extrême. Image à suivre. À Gaza, la tempête Byron s'est abattue sur les camps de tentes, plongeant des milliers de déplacés dans un dénuement encore plus profond. L'eau envahit les allées, transforme les déchets en torrents et fait disparaître les pieds des enfants sous une boue opaque. L'eau a inondé toutes les tentes ici. Une tente a été emportée par les eaux. Les conditions sont très mauvaises. Loin des 600 camions par jour prévus dans le cessez-le-feu, trop peu de tentes, de couverture ou d'abris entrent dans Gaza. Toutes les couvertures et les matelas ont été imbibés d'eau. L'eau de pluie et celle des rues nous ont réveillés. Elle tombe sur nous de tous les côtés. Au-dessus des tentes, tout est mouillé. Vous voyez l'eau et le sable sur le sol. Mes petites filles criaient, choquées en voyant l'eau entrer. Dans tout le territoire, les appels à l'aide se multiplient. Plus de 2500 urgences signalées depuis le début de la tempête, selon la défense civile palestinienne. Et pour finir, en Iran, plusieurs régions ont reçu leur première pluie après une sécheresse parmi les plus élevées de ces dernières décennies. Malgré ce répit, l'inquiétude sur les ressources en eau reste vive. Image à suivre. À Téhéran, la première pluie depuis le début de l'automne a donné le sourire aux habitants. Ce bref épisode pluvieux survient alors que l'Iran fait face à une crise hydrique historique, au point que le président a averti qu'il pourrait envisager de déplacer le gouvernement hors de la capitale si les barrages ne se remplissent pas. Je suis très heureux. Quand je suis sorti ce matin, je me suis soudain senti joyeux. C'était merveilleux, ça m'a vraiment remonté le moral. L'automne le plus sec depuis plus de 50 ans accentue la pression sur un système déjà fragile. Agriculture gourmande en eau, infrastructures vieillissantes et coupures quotidiennes dans plusieurs quartiers de Téhéran où vivent 10 millions de personnes. Le manque d'eau est devenu un sujet politique brûlant. Les autorités redoutent de nouvelles manifestations alors que le pays est affaibli par les sanctions. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.